On va parler de ce qu'est la surcharge mentale, suivre en surcharge mentale, et le but, ça va être qu'on le définisse ensemble, et vous allez voir qu'on peut tous être touchés par cette surcharge mentale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir ce que c'est, parce que généralement, on ne définit pas très bien. On va voir quelles vont être les conséquences de la surcharge mentale sur la santé, notamment sur notre activité mentale. Et aussi, nous allons voir comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ou éventuellement comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette surcharge mentale. Parce que ça va être deux buts. Soit elle est là, il faut la gérer, soit on essaye, et c'est mieux en amont, de s'en prémunir et on va voir qu'il y a des techniques. Donc, qu'est-ce que la surcharge mentale? Première question. Il faut savoir qu'au départ, c'était une quantité de travail trop importante. C'est-à-dire on nous demandait beaucoup de travail. Aujourd'hui, finalement, là, c'est plutôt la seconde définition, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inadéquation entre la charge de travail demandée et ce que les ressources cognitives de l'individu peuvent fournir, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de ressources cognitives et qu'un individu qui va être en surcharge mentale manque de ressources cognitives. Mais tout simplement, vous voyez dans cette carabio, je ne sais pas combien on doit faire peut-être 0,5 litres, quelque chose comme ça, mais peu importe, vous ne mettrez jamais 1,5 litre d'eau. Si vous essayez, ça va déborder. Et bien c'est pareil, votre cerveau, il a des capacités, mais les capacités ne sont pas extensibles. Autant celles de votre mémoire, elles sont extensibles, autant la capacité qui vous permet de travailler, vos ressources cognitives, ne sont pas extensibles, il faut les préserver. Votre cerveau, il faut savoir qu'il a besoin, finalement, il aime l'écologie. Donc finalement, il va à l'écologie. Il n'aime pas qu'on le sollicite trop. Donc ça va être exactement pareil. Moi, je vais vous apprendre, vous expliquer comment garder ce côté écologique pour éviter qu'il surchauffe et qu'il vous fasse comme une multiprise lorsque vous branchez trop d'appareils dessus, qu'elle flambe. Et c'est un peu le problème du cerveau. Donc effectivement, quels vont être les facteurs déclencheurs? Il va y en avoir plusieurs. Évidemment, il va y avoir une inadéquation entre ce que l'on peut faire et ce que l'on va nous demander. Il va y avoir effectivement aussi le fait de devoir nous demander trop de travail dans un temps trop court. Laps de temps trop court, c'est pas possible. Un manque de collaborateurs. On se retrouve dans une entreprise ou un endroit où il manque des collaborateurs. Il n'y a pas de possibilité de nouvelle embauche, on a du mal à recruter parce qu'effectivement on ne trouve pas la perle rare. Finalement, la personne qui fait déjà bien son travail, on voit qu'elle arrive à en faire encore un peu plus, on va lui donner le travail. Ça va être aussi effectivement la mauvaise ambiance. Une mauvaise ambiance au travail, quand ça se passe mal, effectivement ça va augmenter cette surcharge mentale et ces problèmes de surcharge mentale. Ça va être évidemment l'incapacité à faire un travail de qualité, mais aussi toutes les contraintes actuelles, parce que le travail peut devenir de plus en plus pénible, et on ne parle pas de pénibilité du travail manuel, on parle de pénibilité même du travail finalement intellectuel, et évidemment le développement du numérique. On est tous avec nos smartphones, nos tablettes, et effectivement lorsqu'on travaille, il y a la barrière entre la vie professionnelle et la vie privée qui n'existe peut-être plus, parce qu'on va recevoir des emails. De ce fait-là, on va avoir envie de regarder, donc c'est beaucoup plus dur, effectivement, de faire, finalement, de scinder vie professionnelle et vie privée. Sans compter du fait qu'on est de plus en plus en télétravail, c'est le reste de la Covid. Donc, télétravail, effectivement, c'est peut-être sympa, mais de fait, on a du mal à compartimenter les deux, et ça peut provoquer de la surcharge mentale, parce que quand on est chez soi, on pense en même temps peut-être à ses tâches ménagères, en même temps qu'on pense à effectuer le travail demandé. Évidemment, il va y avoir le gros souci de passer d'une tâche à l'autre. Alors, je vous le rappelle, on n'est pas multitâche, ni vous, mesdames. Je veux dire qu'on dit les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps, on switch d'une tâche à l'autre, mais ça nous bouffe, excusez-moi du terme, beaucoup de ressources cognitives, ça nous bouffe notre batterie. C'est-à-dire, c'est comme si, quand vous avez votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, vous bouffez de la mémoire de l'ordinateur lorsque vous avez plusieurs applications effectivement ouvertes. Au point que parfois, l'ordinateur, il bug. Moi, tout à l'heure, le mien a redémarré tout seul, il s'est éteint. Peu de temps avant de commencer un cours. Donc, je ne vous dis pas la charge mentale et le stress. Mais effectivement, ça va être ça. Ça va être effectivement l'autonomie, le manque d'autonomie ou une trop grande autonomie. C'est-à-dire, soit on nous laisse en roue libre, on ne sait pas quoi faire, donc évidemment, on va être perdu. Soit on nous bride, et là aussi, il va y avoir un problème.
Le manque de reconnaissance de travail bien fait, alors il ne s'agit pas de dire à quelqu'un c'est bien mon petit, tu as bien travaillé aujourd'hui. Mais quand même une reconnaissance de travail bien fait, un retour, ça fait toujours plaisir. Ça va être ça va être évidemment tout ce qui va être brimade, harcèlement. Alors harcèlement, je ne parle pas de harcèlement sexuel ni rien, je sais bien qu'il y a, on parle beaucoup de MeToo en ce moment. Ce qui est important, c'est le harcèlement même moral. Ça peut être des petites phrases, assassines, des petites choses qui peuvent être dites, et c'est vrai que ça peut avoir lieu, et là aussi ça va conduire à la surcharge mentale. Donc effectivement, ça va être important, ce sont des facteurs qui vont déclencher ce phénomène-là de surcharge mentale, c'est-à-dire vos ressources cognitives ne pourront plus gérer, votre cerveau, il sera trop plein, il ne peut plus gérer, il n'en peut plus. Alors, tous les individus sont à risque. Il n'y a pas un profil d'individu qui ne l'est pas. Femmes, hommes, personnes âgées, enfants, etc., tout le monde va être à risque. Tout le monde peut développer de surcharge mentale. Sauf qu'évidemment, il va y avoir des profils qui risquent d'être un peu plus vulnérables. Notamment les individus qui ont tendance à penser que tout doit être parfait pour être aimé. Les individus, effectivement, qui sont très perfectionnistes, maniaques, parce qu'ils vont se donner à fond et ils ne vont pas lâcher prise, alors qu'il y a des moments où il faut savoir lâcher prise et se dire tout ne sera pas parfait, je ne suis pas parfait, la perfection n'existe pas, c'est pas grave. Ça va être effectivement tous ceux qui veulent gérer, tout contrôler. Tous les individus qui veulent tout le temps tout gérer, tout contrôler, évidemment, ça va poser probablement un problème. Et ce sont des individus qui vont être plus à risque que les autres, mais tous les profils sont à risque. Il n'y a pas de profil type en disant tel métier est plus à risque qu'un autre. Pas du tout. Alors évidemment, le problème de la surcharge mentale, ça va être quoi? C'est que ça peut conduire au burn-out. Le burn-out, c'est les conséquences ultimes de la surcharge mentale. On est tous en surcharge mentale. Josiane en parlait, elle a beaucoup de choses à faire, elle n'en peut plus, elle est en surcharge mentale. Elle n'est pas en burn-out. Certains de mes étudiants sont probablement en surcharge mentale. Désolée les petits, mais je le sais. Mais effectivement, ils sont en surcharge mentale pour certains. Évidemment, on le sait, les profs, on peut être en surcharge mentale, mais on n'est peut-être pas en burn-out. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup finalement, on nous en demande beaucoup de trucs à rendre, mais on gère encore. Le burn-out, c'est vraiment quand il y a un épuisement total, à la fois physiologique, physique et émotionnel. Donc là, le corps dit « j'en peux plus, je n'avance plus, c'est terminé ». C'est comme un enfant, pour ceux qui ont des enfants, quand vous les traînez à faire des courses tout l'après-midi dans les grands magasins, etc., notamment pendant les fêtes de Noël. Moi, je me souviens, il y avait des gamines, j'avais 4 ans. Ma mère me faisait faire ça, parce que c'était les grandes périodes, on montait à Paris, donc on faisait des grands magasins, puis comme on restait peu de temps, vous pensez bien qu'on les faisait au pas de course. Il y a un jour où j'ai hurlé, je me suis assise par terre et je lui ai dit « je ne bouge plus ». C'est ça. En fait, épuisement physique et émotionnel, c'est ça. C'est qu'à un moment, votre cerveau a dit « je ne veux plus, je ne bouge plus, c'est plus possible ». Et là, évidemment, c'est beaucoup plus dur à récupérer. On met beaucoup plus de temps à récupérer que lorsqu'on s'en rend compte avant et qu'on met en place des choses pour gérer. Parce que de la charge de travail importante, on en aura toujours. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors, quelles vont être effectivement les conséquences de cette surcharge mentale au niveau finalement de la santé? Il va y en avoir plusieurs et vous allez voir que vous allez avoir finalement des signes que vous allez dire, mais ça oui, j'en souffre. Alors, on verra ensemble que ce n'est pas parce que vous avez ces problèmes-là physiologiques, organiques, que vous êtes en surcharge mentale. Sauf que si ça s'accumule, ça peut être aussi de la surcharge mentale. Apparition de symptômes physiques, tension musculaire. Vous savez, les douleurs que vous avez un petit peu partout, au dos, raideur de la nuque, des épaules. En fait, vous vous touchez là et vous hurlez de douleur. Ça peut venir de la surcharge mentale. Pas que ça vient aussi d'une mauvaise posture, bien évidemment. On peut avoir aussi des lombalgies, des douleurs au dos qui sont dues à des pathologies que l'on peut avoir organiques, diagnostiquées par un médecin. Mais effectivement, c'est lorsque ça va s'accumuler. Il va y avoir modification, évidemment, du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Donc le cœur qui peut s'emballer, vous aurez du mal un petit peu à respirer, vous sentez que votre cœur bat plus vite et que vous avez des sortes de palpitations. Mais aussi, on va voir une modification de l'activité cérébrale. Parce que votre surcharge mentale, ou lorsque vous êtes en charge mentale, lorsque vous travaillez, ça se voit lorsqu'on fait effectivement de l'imagerie cérébrale. On voit la surcharge mentale à l'imagerie cérébrale objectivement. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Il va y avoir tout ce qui va être donc les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Alors vous allez me dire, on peut être en hypertension sans être en surcharge mentale. Effectivement. Sauf que
la surcharge mentale va provoquer aussi ces pathologies-là parce que finalement, vous allez somatiser. Vous allez quelque part somatiser et ces phénomènes physiques, organiques, ces problèmes de santé organique vont évidemment avoir lieu. On va avoir la prise de poids. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on va avoir du mal à gérer, à prendre des décisions. Le cortex qui va être le plus touché en surcharge mentale, c'est le cortex finalement, le préfrontal. Le cortex préfrontal qui est juste situé ici, qui vous permet de réfléchir, de prendre des décisions, de raisonner, de planifier. Vous avez planifié votre venue ici, c'est grâce à votre cortex préfrontal. Lorsque vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, même est-ce que je pars en Italie en vacances ou est-ce que je pars en Angleterre en vacances, c'est votre cortex préfrontal. Est-ce que je fais ce choix-là entre deux restaurants, c'est votre cortex préfrontal. Ça vous permet de prendre des décisions. Pour faire cela, vous analysez la situation. Vous analysez la situation à la fois de manière intuitive, c'est-à-dire, c'est ce qui peut conduire à prendre des raccourcis, à avoir des biais de raisonnement, qui fait que parfois on se trompe parce qu'on est allé trop vite, et aussi de manière analytique, c'est-à-dire de manière un petit peu comme un ordinateur. Vous analysez toutes les données et vous déterminez la probabilité que cela se produise. Et ensuite, il y a l'émotion. Le problème, le cortex préfrontal est impliqué dans tout, mais lorsque on va avoir un problème de surcharge mentale et qui va dysfonctionner, finalement qui ne va plus fonctionner correctement, on va avoir des difficultés à prendre une décision. On n'analysera pas les conséquences à long terme. C'est un petit peu lorsqu'on dit à un enfant, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. C'est un petit peu ça ce qu'on va faire. On ne verra pas plus loin que le bout de notre nez et on va plutôt finalement favoriser les récompenses immédiates. Donc automatiquement, ça peut être une manger trop gras, trop sucré, etc. qui sont une récompense immédiate parce que c'est une notion de contrôle qui contrôle notre comportement alimentaire. On va avoir du mal à se contrôler et probablement à continuer effectivement la consommation parce qu'il y aura un dysfonctionnement. En plus, il faut dire que lorsqu'on est en surcharge mentale, même si ce n'est pas du stress, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre le stress et la surcharge mentale. Sauf que la surcharge mentale va produire du stress. On va être stressé quand on est en surcharge mentale. C'est pour ça qu'on confond souvent les deux. Lorsqu'on est en situation de stress, évidemment, on verra le cortisol qui se met en place, l'hormone dédiée au stress, mais on a aussi d'autres types d'hormones, en tous les cas un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone finalement du bonheur, de l'humeur. C'est le neurotransmetteur, donc hormone du cerveau, sérotonine, qui est impliqué notamment dans la dépression. Lorsqu'on manque de sérotonine, on est en dépression. C'est pour ça que tous les antidépresseurs qu'on appelle les IRSS, les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, très exactement, permettent de prolonger l'effet de la sérotonine parce qu'on en manque. Lorsqu'on est en situation de stress et qu'on s'adapte, la sérotonine est libérée. C'est elle qui nous permet de nous adapter au stress et de bien vivre, d'avoir une adaptation à la situation stressante. Sauf que si ça décharge trop, qu'à un moment on la sollicite trop, finalement ce qui va se passer, c'est que les neurones sérotonergiques, comme on les appelle la sérotonine, vont se vider. Comme votre batterie de téléphone qui sera totalement vidée. Donc si elle est vidée, votre batterie de téléphone, il n'y a plus de batterie, il faut la recharger. Si vous passez 3 heures au téléphone, même plus, au bout d'un moment, vous n'avez plus de batterie, vous êtes obligé de recharger votre téléphone. Et là, c'est pareil. Et la sérotonine, c'est grâce à quoi on peut synthétiser la sérotonine, grâce au tryptophane, acide aminé essentiel, qui est un acide aminé que l'on retrouve dans les protéines animales, certes, mais pour qu'il passe la barrière hémato-encéphalique de votre cerveau, donc parce que vous nourrissez donc c'est dans le sang, que ça passe au niveau de votre cerveau et que ce soit synthétisé en sérotonine, il faut un apport de glucides qui implique d'insuline. Glucides, plutôt des glucides complexes, certes. Sauf que lorsqu'on va manquer de sérotonine, ça va nous pousser vers des envies de sucré et on va manger effectivement des aliments plutôt sucrés pour essayer d'avoir notre pool de sérotonine parce qu'on en a besoin. Évidemment, on va avoir la fatigue, les maux de tête et tout, finalement, les problèmes digestifs avec les écrans d'estomac, les reflux gastro-œsophagiens, ces brûlures, cette acidité. Alors, on peut très bien souffrir l'acidité sans faire comment un surcharge mentale. On est tranquille, on est en vacances, on est bien, on est détendu, on en a. Sauf que, soit la surcharge mentale peut vous provoquer ces pathologies-là, ces problèmes organiques-là, physiques, soit lorsque vous en êtes déjà atteint, ça va les aggraver. Typiquement, moi qui suis sujette à tout ce qui est acidité gastrique, je sais très bien que si j'ai une surcharge mentale ou un stress, la première chose sur laquelle ça va taper, c'est mon système digestif. Et j'y ai droit.
Donc là, le but, ça va être quoi? De vous dire, si vous commencez à cocher, si certains se disent, mais je coche à ça, ça, ça et ça, c'est de se dire, est-ce que c'est que des troubles organiques indépendants les uns des autres, j'ai ces problèmes-là, ou est-ce que finalement, c'est pas dû à une surcharge mentale parce qu'on m'en demande trop et que je n'arrive plus à gérer cognitivement, que mon corps me dit à l'aide, à l'aide, à l'aide. Elle. C'est ça qui va être important. Donc déjà, c'est des premiers signes qui peuvent effectivement vous déclencher une alerte chez vous pour vous dire attention, danger peut-être. Modification de l'activité cérébrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait des IRM, des scanners, on peut voir votre activité cérébrale au niveau de certaines régions. Donc, notamment au niveau de votre cortex préfrontal ici, qui est impliqué dans la réflexion, le raisonnement, la prise de décision. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous travaillez beaucoup, mettons vous êtes en train de vous concentrer sur une tâche, donc par exemple, si demain je vous prends en cobaye, mais que j'arrive à enregistrer effectivement votre activité cérébrale et de vous mettre en train de faire un exercice, plus l'exercice vous demandera de concentration, de ressources cognitives, plus on va avoir une activité cérébrale importante au niveau de ce cortex préfrontal. Le problème, c'est que lorsque vous allez être en surcharge mentale, il va dysfonctionner, il va pas être content, ça va pas aller, ça va mal se passer, il va y avoir une sorte d'hypofonctionnalité, ce qui veut dire qu'il ne fonctionnera plus correctement. De fait, vous allez finalement favoriser les récompenses immédiates, et en favorisant les récompenses immédiates, vous allez probablement prendre de mauvaises décisions. C'est-à-dire continuer un comportement, même s'il est néfaste pour vous. Typiquement, c'est la personne qui va, elle est malade, elle n'est pas bien, ou elle a des problèmes de santé, elle n'a pas le droit forcément de manger trop de sucre, elle va quand même continuer à manger la boîte de chocolat. Tous les comportements néfastes vont être continués parce que finalement, ce cortex préfrontal sera dysfonctionnel, vous ne pourrez plus prendre cette décision, vous comprenez bien ce que je veux dire, cette décision. Donc on le verra finalement à l'imagerie, il y aura une hypofonctionnalité quelque part, et de ce fait, effectivement, mauvaise décision, puisqu'on va être plus sensible à la récompense, on va laisser libre cours à son impulsivité. Le système qui nous permettait de contrôler notre comportement ne sera plus efficace à 100%, donc c'est notre côté animal, impulsif, qui va prendre le dessus. Et évidemment, on va voir, c'est un marqueur objectif, et aussi le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui est périphérique, qui va au niveau du cerveau. Vous avez le système nerveux central avec votre cerveau, votre cervelet, votre tronc cérébral et la moelle épinière. Et ensuite, vous avez le système nerveux périphérique qui permet la commande motrice. Vous en avez de deux sortes. Le système nerveux périphérique, on va dire somatique, qui vous permet, je fais ça, c'est volontaire, mouvement volontaire. Et le système nerveux autonome, tout ce qui est mouvement involontaire. Autrement dit, lorsque votre cœur bat, lorsque vous respirez, lorsque vous mangez quelque chose, que votre bol alimentaire progresse de la bouche à l'anus, c'est pas vous qui commandez, ça se fait tout seul. Heureusement que c'est pas vous qui dites à votre cœur il faut que tu battes, parce que sinon vous ne pourriez plus vous concentrer sur autre chose. Ce système nerveux autonome, il va être modifié. Et il est impliqué dans le stress. C'est-à-dire qu'il va y avoir libération notamment d'acétylcholine et aussi de noradrénaline et d'adrénaline. Donc le système sympathique et le système je booste, je réponds à une alerte pour pouvoir finalement être en adéquation avec mon environnement, parce que je suis en situation d'alerte, il se produit un événement auquel il faut que je réponde, donc soit fuir, soit me battre, on a évidemment libération de noradrénaline et d'adrénaline. De l'autre côté, on va avoir au moment où le stress est terminé, on va avoir diminution de cette activité-là, et c'est le parasympathique qui prend le relais, pour justement vous être au repos. Alors quand je dis situation d'alerte, imaginez que là, il y a un animal de zoo, un animal, on va lui dire, un félin qui se soit échappé, qui rentre dans la salle, évidemment, on est tous en situation d'alerte. On entend un grand bruit, on est en situation d'alerte. Ça fait rire, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'est cette situation d'alerte et l'importance de cette situation d'alerte-là. Et le parasympathique, une fois que le stress est terminé, ça va faire diminuer cette activité-là et vous revenez au repos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en surcharge mentale, on va avoir un problème de modification et finalement, on va avoir une hypoactivité, entre guillemets, du parasympathique au profit finalement du sympathique qui sera beaucoup plus activé. Et on va voir qu'il y a des techniques pour finalement reprendre le contrôle dessus. Après, au niveau psychique, évidemment, c'est une lassitude. Donc, généralement, moi, ce que j'ai eu parfois de personnes qui m'ont dit quand elles étaient en burn-out, presque en burn-out, en surcharge mentale, c'est plus rien ne me fait plaisir, je me sens pas bien, j'ai pas envie.
En fait, finalement, tout ce qui vous faisait plaisir avant, que vous aimiez faire, plus aucune motivation. C'est terminé. Donc, difficulté de faire face finalement à des événements, une incapacité d'agir. Ça, c'est un problème. On est incapacité d'agir, on n'est pas bien, on est apathique. Les comportements agressifs augmentent. Déjà, on manque de sérotonine, parce que probablement qu'on manque de sérotonine, donc on va avoir une augmentation de l'agressivité, parce que lorsqu'on manque de sérotonine, il y a un lien avec l'agressivité. Mais en plus, on est très irritable et très agressif. Donc, si vous vous sentez par moments agressif, que la moindre personne, la moindre réflexion, le moindre truc, bah, ça vous met sur les nerfs et vous avez juste envie de tuer quelqu'un tout de suite, là. Parfois, c'est comme on est tellement énervé, tellement fatigué, qu'on est dans le métro, les personnes qui arrivent, qui avancent pas assez vite, qui sortent pas assez vite, on s'énerve très facilement. Évidemment, c'est peut-être dû à la surcharge mentale. On va avoir évidemment des prises de risque. C'est-à-dire qu'étant donné que notre cortex préfrontal est moins actif, pour qu'on puisse prendre une décision en toute connaissance de cause, en analysant le pour et le contre d'une situation pour prendre la décision qui vous est là, qui vous correspond le mieux, qui vous sied le mieux, j'allais dire, finalement, qui est à votre avantage. Ce qui va se passer, c'est que comme on est plus impulsif, on va prendre des risques. Un petit peu comme les jeunes ados qui vont prendre certains risques que nous, on ne prendrait plus à notre âge. Parce que justement, le côté impulsif a probablement diminué. Je ne dis pas que les ados prennent de mauvaises décisions. Hein. Attention, je dis juste que du coup, comme leur cortex préfrontal chez eux n'arrive pas à maturation avant l'âge de 25 ans, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont des comportements à risque beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus impulsifs que finalement des personnes un peu plus âgées qui vont devenir un peu plus prudentes. D'ailleurs, généralement, on nous dit quand on vieillit, des amis qui sont plus jeunes, on nous dit bon, bah, tu deviens vieille. Hein, voilà, c'est ça, tu deviens vieille, etc. Tu étais plus fun avant. Oui, j'étais plus fun avant parce qu'il y a peut-être des choses qui. Je pouvais prendre un risque. Il y a quelques années, je me souviens, moi qui habite dans le sud de la France, ça m'est arrivé de me baigner alors qu'il y avait drapeau rouge, baignade interdite. Aujourd'hui, même drapeau vert, quand il y a trop de dates, jamais je rentre dans l'eau. Mais à l'époque, parce que je savais nager, je sais toujours nager. Mais ça ne me posait pas de problème, je ne voyais même pas de risque à faire, puisque je savais nager, je me suis dit, voilà. Et j'ai jamais eu de problème. Mais parce que j'avais ce côté, pourtant, j'étais déjà prudente, moi. Évidemment, du danger total dans ma personnalité. Et aussi, il va y avoir évidemment probablement comportement addictif pour pallier le problème, c'est-à-dire qu'on va évidemment essayer de trouver une alternative pour essayer de mieux se sentir et oublier la situation. Donc ça peut être l'alcool, mais pas forcément. Ça peut être aussi les comportements compulsifs d'achat, évidemment. Ça peut être la nourriture et ça peut être aussi la prise de psychotropes. Donc ça va être d'amphétamines, de médicaments pour pouvoir tenir le rythme parce qu'on nous en demande beaucoup. Donc on a besoin de ces médicaments-là, de ces psychostimulants. Le café fait plus d'effet, le café fait plus d'effet, le guronzan, machin, tout ça, les boissons énergétiques font plus d'effet, donc on passe à autre chose. Et effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des personnes qui consomment effectivement des amphétamines, parfois dans le milieu médical, parfois aussi dans tout ce qui peut être finance, trader, etc., salle de marché, pour tenir le rythme, parce qu'ils ont un rythme à tenir, et que finalement, si je ne dors pas, ni rien, je fais attention, et de fait, ça peut conduire évidemment à des addictions. Donc on voit là au niveau du côté psychique ce que cela peut provoquer. Donc déjà, effectivement, c'est une lassitude. Vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites. C'est probablement qu'il y a un problème par rapport à la motivation que vous avez pour votre emploi et probablement qu'il y a peut-être dû à une surcharge mentale. Performance cognitive, voilà, là ça va être la dégradation des performances. Alors cognitive, c'est l'intellect. Ça ne veut pas dire intelligence. Performance cognitive, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est-à-dire ça va être mémorisation, attention, faire prêter attention à quelque chose, concentration. Et là, évidemment, tout va se dégrader, puisque cela vient en partie, pas que, de votre cortex préfrontal. Donc vous allez avoir quoi? Diminution effectivement de l'attention et de la concentration. Vous allez avoir du mal à vous concentrer sur une tâche. Vous allez être très sensible aux distracteurs. Généralement, on n'est pas trop sensible aux distracteurs, on arrive à se concentrer. Même lorsqu'on est dans un bureau, ou lorsqu'on est en open space, ou pas, on arrive à se concentrer. Là, ce qui va se passer, c'est qu'imaginez, vous avez un collègue à côté de vous, et puis il fait ça. Quand vous n'êtes pas en surcharge mentale, bon, pire, si ça dure trop longtemps, ça vous agace, mais c'est pas trop grave. Ça ne vous déconcentre pas forcément. Je peux vous dire que lorsqu'on est en surcharge mentale, ça va tout de suite vous déconcentrer. Pour la personne avec le stabilo, vous, je vais faire, pour pas qu'il sèche, vous, je ferme. Ça va tout de suite vous énerver.
ça va être évidemment la diminution de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est quoi? C'est votre mémoire qui vous permet de retenir des informations dans un laps de temps assez court pour pouvoir après les utiliser. Typiquement, quand vous faites des soldes, par exemple, et que vous voulez savoir finalement le prix vous avez le prix de départ, on vous dit il y a moins 20% dessus, et vous voulez savoir combien ça fait avec la remise. Soit vous prenez votre téléphone portable, vous allez me dire actuellement on a le téléphone portable, on a la calculatrice, soit dans le temps en tous les cas, il y en a encore qui le font aujourd'hui, on le fait de tête. C'est votre mémoire de travail. Ça vous permet effectivement de retenir les informations des opérations intermédiaires pour pouvoir traiter l'information et en déduire un résultat. Pareil, vous êtes en train de m'écouter, ce qui va vous permettre de retenir mon début de phrase jusqu'à la fin, de comprendre ce que je vous dis, c'est grâce à votre mémoire de travail. Si vous prenez des notes, c'est grâce à votre mémoire de travail, parce que sinon, à peine dit, vous l'aurez tout de suite oublié. Donc votre mémoire de travail va vous permettre de faire tout cela, de planifier, d'organiser. Vous organisez vos vacances, c'est votre mémoire de travail aussi qui va jouer. Donc effectivement, il va y avoir ça, il va y avoir l'épuisement des ressources, je vous l'ai dit, les ressources cognitives sont épuisées, vous n'en pouvez plus, il n'y a plus rien. Il va y avoir la baisse de la motivation, c'est-à-dire qu'évidemment, on va avoir une motivation qui va être totalement basse. Plus aucune motivation. Et c'est très dur de retrouver sa motivation. Pourquoi? Parce qu'on a mal géré, on a une surcharge mentale, donc évidemment, il y a trop de choses à faire. On n'a plus envie, quoi. On est lassé. Et évidemment, il va y avoir fatigue mentale. Vous avez cette fatigue comme lorsqu'on n'arrive pas à se reposer. Vous avez beau être en vacances, vous avez beau vous dire là, je ne fais rien, vous ne décrochez pas, votre cerveau ne peut pas, même si vous ne pensez pas au travail, c'est pas possible, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez l'impression d'être épuisé mentalement, ça ne va pas. Et évidemment, vous allez avoir une aversion pour l'activité en cours. C'est-à-dire carrément, vous allez prendre en grippe ce que d'habitude vous aimez, ce que vous faites. Et là, ça va devenir problématique. Alors évidemment, il y a des conséquences pour l'entreprise, parce qu'il va y avoir des conséquences pour vous, mais pour l'entreprise. Ça va être évidemment, on est moins concentré, on est moins attentif, l'augmentation du risque d'erreur. Alors les erreurs, elles peuvent être plus ou moins irréversibles. Si c'est une caissière, Carrefour, Monoprix, etc., elle fait une erreur, il suffit le client lui dit, il suffit qu'elle refasse le truc, elle annule, ça fait perdre du temps, il y a des gens qui râlent dans la queue, mais c'est pas irréversible, c'est pas dramatique, va-t-on dire. Les erreurs, si vous êtes dans le milieu médical, vous êtes infirmière, médecin ou quoi, l'erreur, elle peut être fatale. Ça peut être un problème. Vous vous trompez de posologie, vous n'administrez pas le bon produit, ou lorsque vous faites la piqûre, vous n'avez pas vu qu'il y a une bulle d'air dans la seringue, ça peut être problématique. Là, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir, évidemment, aussi les personnes qui vont être dans la finance. Par exemple, les traders, la finance, ou les personnes qui vont gérer des comptes pour d'autres personnes. Effectivement, une erreur, voilà, quelqu'un qui est mandaté pour jouer en bourse, pour gérer des grands comptes comme les entreprises des CAC 40, font une erreur, ça peut se gérer à plusieurs millions. Donc là, il peut y avoir des répercussions évidemment dramatiques, mais pas que. Ça peut être aussi de mauvaises prises de décision dans l'entreprise, de mauvaises stratégies que l'entreprise va mettre en place parce que la personne est en surcharge mentale, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit évidemment chef d'entreprise ou manager. Parce que tout le monde est touché. Parce que tout le monde dit, attention, ah oui, mais on est touché, mon manager, mon N+1, mon chef d'entreprise, etc., il mène la vie dure, il me demande, mais lui aussi, il est soumis à la surcharge mentale. Parce que lui, si l'entreprise ne fonctionne pas, l'entreprise, elle met la clé sous la porte. Donc tout le monde est au chômage. Il y a ça aussi qu'il faut voir. C'est que, bon, après, je veux bien qu'il y ait de mauvais managers, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais il faut voir aussi que s'il y a des erreurs qu'eux prennent, ils sont en surcharge mentale, ils prennent une mauvaise stratégie, le choix d'une mauvaise stratégie peut conduire à la faillite d'une entreprise. Évidemment, les accidents du travail. Évidemment, ça, c'est tous les types de postes. Même quelqu'un qui travaille à la chaîne, il peut se couper un doigt parce qu'il n'a pas été attentif à ce qu'il a fait, parce qu'il pensait à autre chose, il était en surcharge mentale, parce qu'évidemment, la surcharge mentale, c'est le travail, mais c'est aussi lorsqu'on a une vie personnelle, c'est-à-dire gérer ses enfants, gérer effectivement sa vie personnelle, sa vie de famille. Ça va être aussi de surcharge mentale, ne serait-ce que de dire il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse le ménage, il faut que j'aille au pressing, il y a les activités des enfants, etc. Plus le travail, et même si le travail que la personne fait va être le plus finalement, alors un petit peu, enfin, pas rébarbatif, mais qui va être un travail naturel.
il a qu'une tâche à faire, va-t-on dire, et pour cette tâche-là, il n'y a pas forcément besoin d'une grande réflexion, comme lorsqu'on gère la santé de quelqu'un, ou lorsqu'on gère effectivement les finances, ou lorsqu'on met en place des stratégies. Effectivement, ça peut être dramatique, parce qu'effectivement, il va y avoir des accidents du travail, des gens qui ne vont pas se prémunir, et qui ne vont pas faire attention à faire quelque chose, et de fait, problème, parce que justement, tous les accidents de travail qu'on voit, c'est parfois parce qu'il y a eu un manque d'attention, comme les accidents domestiques aussi. Il y a beaucoup d'accidents domestiques qui auraient pu être évités de fait parce que la personne n'a pas prêté attention, n'a pas fait attention, a oublié, etc. Pareil, un accident domestique. La dernière fois, moi j'ai ma voisine du dessus qui a déclenché l'alarme de chez elle, vous savez, le détecteur de fumée, parce qu'elle avait mis des œufs à cuire, elle est partie de chez elle en oubliant qu'elle avait mis la casserole avec les œufs. Ben oui, mais parce que beaucoup d'aide à penser, cette charge mentale, pourtant elle est à la retraite, elle ne travaille plus, mais elle a une activité intense, effectivement. Là aussi, donc vous voyez les accidents qui peuvent se produire et en entacher. Et effectivement, là, à ce moment-là, les conséquences, quand une personne est en surcharge mentale, c'est le syndrome, c'est les conséquences ultimes, c'est évidemment le burn-out avec les arrêts de travail. Donc si on gère la surcharge mentale, on va gérer effectivement les arrêts de travail et l'absentéisme. Autant que faire ce poste dans les cas dû à un épuisement professionnel. On ne va pas gérer si la personne attrape la grippe ou attrape un virus, évidemment. Mais on va gérer au moins cela, parce qu'effectivement, les conséquences, diminution du rendement pour l'entreprise, perte du chiffre d'affaires, et éventuellement, ça peut être la viabilité elle-même de l'entreprise. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que le burn-out, c'est visible de manière objective et subjective. Subjectif, on remplit des questionnaires. D'ailleurs, vous voyez les chiffres de 2022. Selon une enquête, 34% des salariés se disent en burn-out, dont 13% en burn-out grave. 34% en 2022. C'est énorme. Mais maintenant, alors. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres parce que le temps qu'ils les publient, je vous avoue qu'on ne les a pas toujours, on les a un peu plus tard. Mais c'est un peu le problème, justement, on ne les a pas en temps réel. Mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que votre cortisol, c'est l'hormone du stress. Aimez-le, votre cortisol. C'est celui qui vous permet de vous lever le matin. Le pic de cortisol le matin vous permet de vous lever de votre lit, sinon vous n'auriez pas envie de vous lever de votre lit, vous resteriez apathique dans le lit, à ne pas vouloir bouger. Donc c'est génial. Sauf qu'à un moment donné, s'il y a une surcharge mentale et qu'il y a eu un lien avec le stress, il va décharger. Donc, premier temps, trop de cortisol, on est plutôt en situation de stress. Sauf que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on est en burn-out, on a un épuisement du cortisol le matin. Or, c'est le moment où le cortisol est censé être le plus élevé. C'est-à-dire que pour savoir si quelqu'un est en burn-out, on vous fait une analyse de cortisol, une prise de sang. Vous devez y aller vers 8 h du matin, à peu près, ils vous prennent à 8 h. Il faut que vous arriviez, que vous attendez à peu près, que vous arrivez en avance pour attendre un laps de temps pour que ça diminue, parce que vous avez marché, ça fait augmenter probablement votre cortisol, etc., pour que c'est un niveau de base, et il mesure. Donc soit il est normal, soit vous exposez les plafonds, et là on vous dit, en gros, vous êtes stressé, oui, vous le sentez, parce que je sens bien que je suis stressé, soit il est complètement effondré, et là c'est le burn-out. C'est un marqueur objectif de burn-out. Donc ça veut dire qu'il est totalement en bas, parce qu'en fait, finalement, il n'y a plus de cortisol, donc là aussi on ne gère plus. On a été en surcharge mentale, on ne gère plus, le corps ne gère plus. Le stress, c'est soit trop de cortisol, soit finalement plus du tout. Et donc le système de régulation du stress physiologique qui vous permet de gérer les situations stressantes, les événements stressants, ne pourront plus gérer. Donc évidemment, on va aussi avoir un déséquilibre des neurotransmetteurs avec effectivement la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline et le GABA, et on va voir à quoi ils servent et comment on peut y remédier. Voilà ce qui va se passer. Dopamine, vous voyez à quoi ça sert. Motivation, mémoire, attention, sérotonine, bien-être, sommeil. Sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine. Donc s'il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas de mélatonine. Effectivement, adrénaline, apprentissage, mémoire, etc. Et GABA, calme, relaxation, anti-stress. Burn-out, ça s'effondre. Donc du coup, on perd toutes ces facultés-là, quelque part. Ça ne fonctionne plus, vous n'avez pas donné l'essence, le cerveau il ne fonctionne pas. Votre voiture, vous allez beau avoir une Ferrari, si vous lui mettez du diesel ou rien du tout, et qu'il n'y a pas d'essence, elle restera sur place. Elle ne va pas marcher, fonctionner toute seule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dopamine et adrénaline, et noradrénaline, c'est synthétisé à partir d'un acide aminé, de deux acides aminés, un qui est précurseur de l'autre.
la tyrosine et la phénylalanine. Sérotonine, c'est le tryptophane. Le GABA, glutamine, glutamate. Eh bien, on va en apporter dans l'alimentation. En apportant dans l'alimentation, il va se passer quoi? Ça va permettre de refaire, de resynthétiser ces neurotransmetteurs-là qui se sont épuisés, puisqu'il n'y a plus rien. Votre portable, il est épuisé, il n'y a plus de batterie. Vous faites quoi? Vous le branchez pour le charger. Ben là, c'est pareil, votre cerveau, il faut le brancher. Il faut le brancher en lui donnant ce qu'il faut. Et pas n'importe quoi. Généralement, cela. Et vous allez voir, vous allez resynthétiser au fur et à mesure correctement cette dopamine, ce GABA, cette sérotonine, adrénaline, noradrénaline, pour pouvoir retrouver toutes vos facultés cognitives et pour pouvoir aussi retrouver un état de relaxation anti-stress calme qui vous permettra de gérer la surcharge mentale. Alors, que faire pour s'en prémunir? Déjà, on arrête d'être multitâche. On fait une tâche après l'autre. On ne switch pas d'une tâche à l'autre. Lorsqu'on switch d'une tâche à l'autre, ça nous bouffe des ressources cognitives. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en mode économie de batterie, vous êtes en mode surcharge de batterie. Là. Okay. Donc on passe d'une tâche après l'autre. Pas essayer de ne pas avoir un cerveau qui est 24 heures sur 24 en action. Je sais que c'est très dur parce que généralement le cerveau il tourne, on ne peut rien faire, mais essayer, on va le voir, de trouver finalement des phénomènes, des mécanismes pour se relaxer, pour pouvoir effectivement faire en sorte que tout, évidemment, se passe bien et éviter cette sollicitation 24 heures sur 24. Évidemment, être flexible devant des ressources et surtout, on évite d'ignorer les signaux d'alarme. Dès qu'on voit les premiers signaux, on commence à être alerté, à se dire « Oh là 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 là, attention, il faut que je fasse attention. » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ça va être important. Donc, pas de multitâche, pas de surcharge informationnelle. Quand il y a trop d'informations, ça tue l'information. Donc, on ne surstimule pas le cerveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soin de son cerveau et on va y venir de suite comment est-ce qu'on prend soin de son cerveau. Accepter de ne pas être parfait, on lâche prise, il y a des choses qui ne sont peut-être pas parfaites. Vous allez rendre un dossier qui ne sera pas forcément parfait pour vous, ça ne veut pas dire que l'autre verra que ce n'est pas parfait, mais il faut accepter qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, on ne peut pas tout faire. Se concentrer sur ses réussites et non pas sur ses échecs. Ça veut dire que même s'il y a eu des échecs, des choses auxquelles on a échoué dans la journée ou des choses qui se sont mal passées, c'est aussi se concentrer sur ses réussites. Ça va vous mettre du baume au cœur, mais ça va descendre cette surcharge mentale. Évidemment, faire une chose après l'autre. Organiser, on va voir comment sont ton travail, parce que souvent, ça vient d'une mauvaise organisation. On ne sait pas organiser parce qu'on veut tout faire en même temps, on a tout dans la tête et on ne sait pas par quel nous prendre. Et alors, du coup, soit on procrastine, soit le cerveau surchauffe et on n'arrive plus à réfléchir. Et alors qu'en organisant son temps de travail correctement, on va voir qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place et en les organisant, ça va bien fonctionner. Il ne va pas y avoir de soucis et finalement on va en faire plus, on en gagne. Et honnêtement, ça fonctionne. J'avais une étudiante l'année dernière, non, elle est en troisième année, mais l'année dernière, quand elle était en première année, elle était un an, une étudiante. Je l'avais en visio, il donnait des cours justement pour organiser le travail, etc. Bien s'organiser, bien travailler, bien. Oui, mais vous ne comprenez pas, j'y arriverai pas, et puis on a trop de choses à faire, on a trop de tâches, enfin bon, bref, tout ce que je pouvais proposer, ça n'allait pas, je comprenais parce qu'elle était stressée en tant qu'étudiante, et elle pensait jamais pouvoir faire des pauses. On n'a pas le temps de faire des pauses, quelle pause? Et puis en deuxième année, elle m'a avoué qu'elle avait fini par mettre en place tout ce que j'avais dit. Elle n'a pas été la seule, mais il y en a deux qui m'ont dit, mais elle a vraiment presque témoigné, elle me dit, mais maintenant, non seulement j'en fais plus en en faisant moins, mais je me sens plus sereine, donc je ne me sens même pas en train de travailler. C'est-à-dire tout ce qui l'a stressée, parce qu'elle était en train de travailler, elle était en surcharge mentale, donc ça l'a stressée de cette surcharge mentale, il y avait trop de choses à faire, elle ne savait pas comment le faire. De fait d'avoir mis tout ça en place, ça l'a rendue beaucoup plus sereine, et finalement elle est allée beaucoup plus vite dans son travail, elle a moins perdu de temps, donc ce qu'elle faisait peut-être en 4 heures, elle a peut-être fait en 2 heures, même pas, et elle était vraiment plus sereine, et ça a fonctionné. Donc je vous dis vraiment que ça va fonctionner, même entre la vie et le travail. Évidemment, se détendre, et aussi oser s'exprimer. Surtout, ça va être important de s'exprimer et de dire ça ne va pas. Poser des mots dessus. Ne pas faire à l'autruche. Alors, prendre soin de son cerveau. L'activité physique. Et c'est pas forcément faire du sport. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu réfractaire au sport, ça va être l'activité physique, ça va être marcher.
Ça peut être finalement de sortir un arrêt avant votre arrêt de destination. C'est-à-dire que vous sortez juste un arrêt avant et vous faites un quart d'heure à pied, par exemple. Ça va être de faire un maximum de choses à pied, par exemple vos courses. Vous pouvez, dans le quartier, aller les faire à pied. Ça va être aussi de marcher en téléphonant. Quand vous avez un appel téléphonique, au lieu de rester assis dans votre canapé ou à votre bureau, ça va être de marcher, justement, faire les 100 pas avec le téléphone. Ça vous met en activité physique. Ça va être, pourquoi pas, d'aller courir pour ceux qui le sentent, de faire du vélo, de jardiner ou de cuisiner debout. Je parle de ça, mais il y a des gens qui s'assoient pour couper les légumes, etc. Si vous cuisinez déjà debout, vous faites de l'activité physique. Donc tout ce qui va pouvoir vous faire mettre en mouvement. C'est important. Même marcher, c'est bien, on ne vous demande pas d'aller courir un marathon. Mais pourquoi? Parce que votre cerveau, il a besoin de ça. Ça va provoquer plusieurs choses. D'abord, l'oxygénation de vos neurones. Or, un cerveau qui n'est pas bien oxygéné, il meurt, c'est pas bien pour les neurones. Un cerveau qui manque d'oxygène, souvenez-vous, on meurt. Deuxièmement, ça va faire descendre la tension, descendre finalement par effet tardif, il va y avoir finalement une baisse du cortisol, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ça va provoquer une espèce, avec des endorphines qui sont libérées, de relaxation et de bien-être. On va se sentir mieux et on va mieux appréhender les situations parce qu'on sera peut-être beaucoup plus calme finalement pour prendre des décisions. Le sommeil. On ne fait pas l'impasse sur le sommeil, on évite les nuits blanches ou de se coucher à pas d'heure pour regarder la série Netflix, pour jouer aux jeux vidéo, pour rendre un dossier. Pourquoi? Parce que c'est au cours du sommeil que votre cerveau se régénère. Il y a plusieurs phases du sommeil, donc qui dit bien dormir, dit en quantité, en qualité. Quantité, allez, 7 à 8 heures. Après, chacun a sa moyenne de sommeil. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, mais moi je ne dors que 6 heures, mais ça va très bien. Si c'est qu'il faut à la personne, on ne se force pas à rester au lit. Mais le problème, c'est de surtout ne pas être en privation de sommeil. Alors, lorsqu'on est insomniaque, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir trouver, j'avais fait des interventions dessus, il va falloir trouver des parades pour gérer l'insomnie, mais effectivement, quand je ne dis pas de privation de sommeil, notamment volontaire, on tombe de sommeil, on est comme ça sur son ordinateur ou devant sa série, on va au lit, on ne dit pas non, je vais finir la saison, on la finira demain, parce que là, on va repousser son cycle de sommeil et c'est très mauvais pour la santé. Donc évidemment, il y a des tas de choses à mettre en place, pas d'écran, au moins, on se dit minimum un quart d'heure. Normalement, les spécialistes du sommeil vous diraient 2 heures avant d'aller vous coucher, ce qui peut paraître énorme, je suis désolée les jeunes, parce que normalement c'est 2 heures avant pour être sûr que ça n'entraîne pas le sommeil. Mais il y a la quantité, mais il y a la qualité. Vous avez plusieurs phases au niveau de votre sommeil. Vous avez le sommeil lent léger, pas l'endormissement certes, mais le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et finalement la phase paradoxale. Au cours du sommeil lent léger, on somnole, on est là, on se détend, nos muscles commencent à se détendre. Mais on est encore à l'écoute de tout ce qui se passe autour. On est encore plus ou moins conscient. Sommeil lent profond, c'est à ce moment-là que le corps se régénère, le cerveau se régénère. Donc tout ce qu'on appelle les métabolites, c'est-à-dire les déchets qui se sont accumulés au cours de la période diurne, donc au cours de la journée, sont évacués pendant la nuit. Lui, il jette ses déchets la nuit. Évidemment, si on ne dort pas, qu'on a un problème de sommeil lent profond, que la phase est trop raccourcie ou qu'on manque de sommeil, notamment de qualité, on va avoir un problème à ce niveau-là et ça va évidemment entacher la santé, voire même nous rendre plus sensibles à des virus. Il y a eu justement des études qui ont été menées sur le virus du rhume. Et donc en fait, il y avait des personnes qui étaient en privation de sommeil et des personnes qui n'étaient pas en privation de sommeil. Et parmi les personnes qui ont été en privation de sommeil, c'est chez elles qu'on a retrouvé le plus finalement de virus du rhume. C'est-à-dire que ce sont elles qui ont attrapé le plus de virus du rhume. Donc ça va être important de se régénérer. Et on va avoir le sommeil paradoxal qui nous permet d'apprendre. C'est au cours du sommeil paradoxal qu'on apprend. Et on apprend un trucage. Apprendre, c'est pas apprendre une leçon pour un examen. C'est on rejoue la journée, on remanie les informations pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir les synthétiser et avoir une vue d'ensemble. Si on manque de sommeil paradoxal, les apprentissages ne pourront pas se faire. Donc c'est important un bon sommeil. Tout ce qui va être évidemment social, garder un lien, c'est bon, d'abord, je ça dans le bon timing, garder un lien social, donc ça va être toutes les activités culturelles, sociales, donc ça veut dire voir des amis, sortir, mais aussi avoir des activités intellectuelles, donc évidemment lire tout ça, mais en société ça peut être aller voir des expositions, ça éveille l'esprit, on aime ou on n'aime pas l'exposition, on aime ou on n'aime pas ce qu'on voit, mais au moins ça nous fait débattre.
Donc ça nous permet de sortir et de s'aérer et de voir autre chose et de garder ce lien-là, vraiment de je sors de mon problème finalement du travail. On va voir l'alimentation. Je vous en ai parlé, l'alimentation, un cerveau qui est bien nourri, ça sera un cerveau qui fonctionne bien. Il va falloir lui donner tout ce qu'il faut. Évidemment, concrètement, ça va être quoi? On appelle ça maintenant la psychonutrition, enfin appelez ça comme vous voulez, la nutrition, la psychiatrie en nutrition, effectivement, il y a des tas de termes. Mais ça va être de donner effectivement des oméga 3. Il est où mon saumon? Il est là. Des oméga 3. Pourquoi? Les oméga 3 permettent de lutter contre le déclin cognitif, permet la croissance de nouveaux neurones. Et oui, à tout âge, on peut avoir des neurones qui poussent au niveau de l'hippocampe. Miracle, l'hippocampe, c'est la région cérébrale impliquée dans les apprentissages et la mémorisation. Donc on apprend à tout âge. Ça va être aussi de permettre d'aide de synthétiser certains neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, la dopamine et la sérotonine. Miracle, c'est bien parce que ça va les aider. Ça va aussi éviter le déclin cognitif, éviter la formation de plaques amyloïdes, etc. Donc ça va nous permettre de gérer beaucoup de choses et que la cellule fonctionne bien parce que ce sont des lipides, acides gras polyinsaturés et effectivement ils sont dans les constituants des membranes des cellules et si votre cellule a un problème au niveau de sa membrane, effectivement il va y avoir des problèmes de transfert d'informations entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire et ça peut occasionner évidemment des problèmes qui vont se voir par des problèmes comportementaux, problèmes de mémoire, problèmes de compétences intellectuelles, etc. etc. Évidemment, les antioxydants, par exemple la myrtille, etc. On sait que les myrtilles, il y a des flavonoïdes dedans, et exactement, enfin, je n'arrive jamais à prononcer le nom de resveratrol, un truc comme ça. Voilà, j'ai du mal à prononcer le nom, je ne sais pas pourquoi, il y a des noms comme ça, ils ne veulent pas. Mais effectivement, ça va augmenter la mémoire. Ils ont testé sur des personnes, ils ont vu que ça avait une augmentation de la mémoire, ça évitait le déclin cognitif. Donc des antioxydants, tout ce qui va être agrumes, vitamine C, etc. Donc tout ce qui va être vitamine, toutes les vitamines, A, B, C, D, c'est neuroprotecteur. Ça aide effectivement à la synthèse de certains types de neurotransmetteurs. Alors, je ne vous rentrerai pas dans les détails parce que je pourrais vous faire une conférence dessus, hein, une conférence dédiée à ce phénomène-là, mais toutes les vitamines, notamment les vitamines du groupe B, qui sont des cofacteurs, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait apporter dans l'alimentation les fameux acides aminés, tryptophane, etc., pour pouvoir avoir la synthèse de vos neurotransmetteurs. Sauf qu'il va falloir, elles ont besoin de cofacteurs, d'aide de camp, ce qu'on appelle l'aide de camp. Sans aide de camp, elles sont rien. Et parmi ces aides de camp, évidemment, en dehors des oméga 3, etc., on va avoir les vitamines B. Donc il faut apporter de l'aliments en vitamine B. Donc finalement, il va falloir faire quoi? Tout simplement manger équilibré. Si on ne sait pas si on en est où au niveau des portions, etc., parce qu'on a un problème à ce niveau-là, où on ne sait pas où se situer, est-ce que je mange assez de poisson, est-ce que je mange assez d'oléagineux, est-ce que je mange assez d'aliments riches en vitamines, en magnésium, etc., ça peut être le moment d'aller voir une diététicienne nutritionniste, non pas pour faire un régime, je rappelle qu'elles ne sont pas là, ou qu'ils ne sont pas là pour vous donner un régime pour perdre du poids, mais qui sont là aussi pour vous faire un rééquilibrage alimentaire et pour vous dire, attention, là peut-être que vous manquez de quelque chose et vous avez quels symptômes, peut-être si vous manquez de dopamine, voilà dans quel type d'aliment on va en trouver. Par exemple, la tyrosine, tout à l'heure, j'en ai parlé, tyrosine, effectivement, on en trouve dans la dinde. Dans la dinde, dans la dinde, donc je sais, moi, quand j'ai des envies de dinde, etc., je sais que peut-être, je manque peut-être de tyrosine. Alors, il n'y en a pas que là, mais il y a des aliments qui sont référencés comme ça. Je sais aussi dans le cottage cheese, apparemment, on en trouverait. Dans les bouquins, c'est ce que j'ai lu. Après, je ne suis pas allée chercher plus que ça, c'est moins mon domaine, mais en tous les cas, effectivement, on va en trouver. Donc, c'est vraiment manger équilibré pour avoir les oméga 3, les vitamines, les antioxydants, du zinc notamment, par exemple avec les huîtres, ça tombe bien, bientôt on est en période de fête, donc si on aime les huîtres, allez-y, gaiement, forcément. Les oléagineux, les produits complets, les produits laitiers, pour avoir effectivement vitamine A, vitamine D, toutes les vitamines, les oméga 3, ainsi que aussi tout ce qui va être magnésium, etc. Alors, pas besoin d'être fin cuisinier, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est mon plat à moi. Voilà, donc c'est pour ça que la photo est très très moche. Je ne suis pas du tout artiste culinaire à prendre des photos pour Instagrammer quoi que ce soit. Mais effectivement, c'était dans une des conférences que j'avais données. Vous
C'était pour expliquer que finalement, parce que souvent on dit bah oui, mais je cuisine comment, je ne sais pas quoi faire. Bah, typiquement, un pavé de saumon avec du riz complet, c'est pas très dur, hein. Honnêtement. Après, vous l'agrémentez avec les épices que vous voulez. Moi, j'avais choisi celle-ci. Là, j'arrive plus à les lire de là. Mais effectivement, peu importe. L'essentiel, effectivement, c'est que vous puissiez agrémenter avec vos goûts à vous. Et ensuite, vous avez tout. Donc, les complets, les oméga 3, les vitamines, tout ce qu'il faut. Il y avait dans l'assiette tout ce qu'il fallait pour que je fonctionne particulièrement bien. Et ça ne prend pas beaucoup plus de temps de cuisiner que de mettre un plat au micro-ondes. Surtout qu'on peut préparer ça le week-end, etc. et faire des choses à l'avance pour pouvoir après réchauffer. Mais ça ne m'a pas pris énormément de temps. Hein. Ni que de me faire un plat de pâtes. Parce que finalement, le temps que l'eau a le goût des pâtes et de faire cuire les pâtes, ça prend plus de temps que ça. La question se pose souvent, les compléments alimentaires, j'en fais quoi? Eh bien, ça dépend. D'abord, on ne prend pas de compléments alimentaires sans avis médical, que ce soit d'un pharmacien ou d'un médecin. Il peut y avoir contre-indication. C'est pas parce que ce sont des plantes ou ce sont des compléments alimentaires que c'est bien. S'il n'y a pas d'avis médical, il y a certaines pathologies qui vous interdisent certains types de compléments alimentaires ou avec certaines choses dedans. Je donne un exemple. Près de magnésium, c'est vrai qu'on en prend souvent, il y a peu de risques. Parce que généralement, on en a besoin, on est plutôt en manque de magnésium. Il suffit qu'il y ait une situation stressante, allez, le magnésium, il a fui, on en a besoin, c'est pas trop grave. Les oméga 3, effectivement, ça va être à peu près pareil, parce que même si on consomme du poisson, on est plutôt dans nos pays occidentalisés, va-t-on dire, plutôt en manque d'oméga 3 d'après les études. On n'est pas en surconsommation. Après, il va y avoir les vitamines. Ben là, les vitamines, ça dépend. C'est-à-dire que soit on est en carence, il faut prendre quelque chose si l'alimentation ne suffit plus. Soit on n'est pas en carence, on peut par moment peut-être supplémenter pour avoir un apport supplémentaire si le médecin est d'accord, mais il faut-il faire attention qu'on ne soit pas déjà au taureau. Parce que si par exemple vous prenez la vitamine D, mais que vous êtes en surconsommation de vitamine D, c'est-à-dire que vous êtes au-delà de la norme supérieure de référence, c'est néfaste pour la santé. Donc c'est pas on se bourre de n'importe quoi pour être au maximum, parce que si vous êtes déjà au maximum, vitamine D, c'est ce qui arrive à certaines personnes qui prennent de la vitamine D, qui vont au soleil, mais qui vont trop au soleil, qui prennent trop de vitamine D, elles sont en surconsommation, elles vont avoir certains symptômes. Donc il faut faire attention. Après, il y a tyrosine, tryptophane et GABA. Dans certains compléments alimentaires, vous en avez ou vous pouvez l'acheter. Il y a des boîtes de compléments alimentaires qui vous vendent de la L-tyrosine. Ça m'arrive d'en prendre. Quand je sais que je suis un petit peu en surcharge mentale, je sens que je frôle la fatigue, je sais que je peux en prendre. Sauf que je sais que je n'ai pas de souci particulier à ma thyroïde. Les personnes qui sont en hypothyroïdie, qui sont notamment sous l'évothyrox, etc., on ne prend pas de tyrosine. Parce que justement, la thyroïde est aussi impliquée dans le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Donc vous pouvez finalement avoir un problème. Pareil, le tryptophane. Tryptophane, précurseur de la sérotonine. Si quelqu'un est sous antidépresseur, il prend des antidépresseurs pour finalement prolonger l'effet de la sérotonine, il ne faut pas parce que sinon on va avoir un effet confusionnel qui peut conduire même jusqu'à la mort. Donc il faut vraiment faire attention à ça, c'est-à-dire que oui, ça peut le faire dans certaines situations si on en manque, mais pour demander conseil à son médecin, savoir choisir le laboratoire parce qu'il y a tout et n'importe quoi quand même qui pourrait se trouver, donc il faut faire attention au labo lui-même, mais aussi voir ce qu'on appelle pathologie qui nous interdit de prendre ce complément alimentaire-là parce que la pathologie ou la médication que nous avons actuellement, il y a une contre-indication, parce que ça peut être assez contre-productif. Et si en plus on n'est pas en carence, donc on a des taux et qu'on augmente le taux, ça peut aussi provoquer effectivement, en fait le trop, c'est une question de quantité, hein. Le trop plein est aussi un ennemi. Hein. Quand on est trop bas, ça ne va pas, mais quand on est trop plein, ça ne va pas non plus. Donc on ne fait pas, je veux tout booster et comme ça, je veux bien fonctionner. Non, ça peut avoir des conséquences néfastes. On demande conseil quitte à faire une prise de sang avant et par un professionnel de santé. Alors évidemment, après, il y a toujours la phytothérapie. Les plantes. Alors, mais c'est des plantes, je ne risque rien. Oui, alors je vous rappelle que le pavot, c'est une plante et que ça donne la morphine, l'opium et l'héroïne. Okay. D'ailleurs, il y a quelques années, je ne sais plus quand, c'est assez récent, des gens qui ont été plus ou moins intoxiqués avec les graines de pavot du Ducros Tromar, là vous savez, celles qu'on se poudre sur nos salades, parce que justement, c'était du pavot, et dans le pavot, il y a des endorphines, analgésiques, puisque voilà, et ils en ont trop consommé. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment tout consommé le pot, ou alors est-ce que c'est parce que la manière dont avaient fait les graines de pavot, il y avait des substances qui étaient restées, mais en tous les cas, il y a eu des petits soucis à ce niveau-là, ils ont dû rappeler les produits.
Donc évidemment, les plantes, pas parce que c'est une plante que c'est sans danger. Une plante, elle peut tuer aussi. En plus, il peut y avoir des contre-indications. Alors c'est vrai, là, je vous en ai mis certaines qui ont des vertus connues sur l'activité cérébrale, les activités intellectuelles pour gérer le stress. Donc il y a le safran qui est bien pour la mémoire, notamment il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que le safran était bien pour la mémoire. Les autres pour tout ce qui est stress, etc. Le griffonia, le rhodiola, la mélis, l'orange douce, mais pas que, on a cité quelques-unes. Effectivement, on fait attention aux contre-indications. Par exemple, le millepertuis qui permet de gérer le stress, de faire diminuer quand on est un peu en dépression et d'aller un petit peu mieux quand ça ne va pas, on pense qu'on c'est que des plantes. Quand on est sous certains traitements, on n'a pas le droit à en prendre du millepertuis parce que c'est contre-indiqué, parce que ça peut potentialiser l'effet du médicament ou au contraire inhiber l'effet du médicament. Là, je ne l'ai pas mis, mais dernièrement, j'ai fait une conférence justement sur, le stress. Et je parlais aussi d'alimentation, parce que c'est un petit peu pareil que pour gérer la surcharge mentale, ça va passer par l'alimentation. Et je disais, pour agrémenter des plats, on peut les agrémenter d'épices, d'aromates, etc., et notamment de sauge. Et moi, il y a une personne dans l'assemblée qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas consommer de la sauge parce qu'elle avait des problèmes cardiovasculaires et que son médecin lui avait interdit. Alors évidemment, si elle met un peu de sauge dans ses pâtes, c'est peut-être pas très grave. Maintenant, elle n'a pas le droit, en tous les cas, ça, elle ne sait même pas si elle y a droit ou pas. Et à la limite, on peut se dire, c'est pas parce que vous avez saupoudré d'un peu de sauge que c'est peut-être très grave. Mais elle n'a pas le droit de prendre une infusion à la sauge. Pourtant, une infusion à la sauge va avoir certaines vertus reconnues, on dit que ça peut faire du bien. Là, c'est pareil, elle se prend ça en complément alimentaire, la sauge, ça paraît anodin, etc. Ça peut provoquer des problèmes cardiovasculaires chez cette dame-là. Donc c'est là aussi où il va falloir faire attention. C'est surtout de demander conseil, de vérifier que les problèmes qu'on peut avoir de santé ou de notre état de santé, notre état, nous permet de consommer effectivement et voir les contre-indications de ces plantes, parce que même une consommation de plantes, il y a des contre-indications. Donc on prend vraiment référence auprès d'un vrai professionnel. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Alors je vous le disais, organiser son temps. On va voir deux méthodes, la Pomodoro et la matrice d'Eisenhower, mais faire une chose après l'autre. On prévoit les interruptions. Les jours où vous savez que vous allez être interrompu dans votre travail parce que vous allez avoir plusieurs coups de téléphone, ou que vous êtes au boulot et que vous savez que vos collaborateurs vont rentrer, sortir, etc., essayez de prévoir effectivement ces interruptions. De vous dire, ben voilà, entre mon premier rendez-vous et mon second rendez-vous, j'ai une demi-heure. Pendant cette demi-heure, il y a des choses que je ne peux pas faire, je n'ai pas un laps de temps assez important pour initier quelque chose. Mais je peux répondre à des emails. Je peux éventuellement passer un coup de téléphone pour répondre à quelqu'un, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire prévoir à peu près pour essayer, après, à la fin de la journée, de ne pas vous dire « mais finalement, je n'ai rien fait, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé ». Vous aurez fait, vous allez voir beaucoup de choses. C'est pareil, là, je vois certains de mes étudiants, vous avez des pauses entre deux cours, vous allez voir la grosse pause. Si c'est d'une heure, 2 heures, 3 heures ou d'une demi-heure, ça peut pouvoir, vous pouvez gérer certaines choses. On ne commence pas à, je ne sais pas moi, faire peut-être un cours alors qu'on n'a qu'une demi-heure. Mais on peut en relire un. Pareil, moi, quand je monte des conférences où je crée des cours, je ne vais pas forcément créer un cours lorsque j'ai qu'une demi-heure de laps de temps. En revanche, ça va me permettre de répondre à des étudiants, de répondre à un mail, éventuellement de chercher un ou deux articles pour pouvoir le lire après, de faire des recherches pour optimiser et pas rester, effectivement, sauf quand mon ordinateur me bug et qu'il se redémarre et que je n'ai plus accès et que je m'énerve dessus. Effectivement, cela. Et on va mettre effectivement en place des habitudes. Plus vous mettrez en place des habitudes, plus vous allez pouvoir gérer votre surcharge mentale. Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est ça, c'est hiérarchiser effectivement ce que vous avez à faire. Vous avez ce cadran-là, alors il en existe la possibilité de les télécharger sur Internet, des formats vides, et ça va dire de dire, voilà, il y a des tâches qui sont importantes et urgentes, mais celles-ci, je les fais en priorité. Il y a des tâches, vous le voyez ici, qui sont non importantes mais urgentes. Donc là, vous allez les déléguer. Là, tâches non importantes et non urgentes, vous allez les abandonner, pour l'instant. Et les tâches qui sont importantes mais non urgentes, vous allez les planifier. Et il peut y avoir des tâches qui sont super importantes pour vous, mais ce n'est pas urgent de les faire tout de suite, donc ce que vous allez faire, vous allez le planifier à plus tard. Tout de suite, en route, vous répondez. Là, vous pouvez déléguer. Si vous pouvez déléguer, vous allez déléguer. Donc ça peut être tâche importante mais urgente, ça peut être peut-être faire une course pour vous parce que vous pouvez envoyer un de vos enfants, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est-à-dire de hiérarchiser
et de faire en priorité les tâches qui sont les plus importantes et les plus urgentes, qui sont à traiter en priorité. Autrement dit, si vous avez plusieurs réunions, on commence par traiter la réunion du lundi, non pas celle du vendredi. Si on est, par exemple aujourd'hui on est jeudi, si vous avez une réunion, on va dire mardi, et une réunion vendredi prochain, on commence par la réunion de mardi, pas par celle de vendredi. Et on ne fait pas les deux en même temps. On fait tâche après. Donc c'est vraiment hiérarchisé, parce que justement, il y a parfois des réponses qu'on doit faire à des clients, des réponses que l'on doit apporter à des personnes ou un travail que l'on doit rendre, que ce soit un article, etc. On va le faire en priorité. Moi, honnêtement, c'est ce que j'essaye de faire, sans forcément faire le cadran, parce que j'ai tendance parfois à vouloir tout faire en même temps, malheureusement, parce que je vais vous dire ce qu'il faut faire, ben, comme tout le monde, je tombe dedans. Mais je sais que là, on me demande plusieurs fois, donc je sais qu'il y a certains cours que je dois créer. Ceux que je dois créer pour le 18 novembre sont à créer en priorité par rapport à ceux que je dois créer pour le 12 décembre. Parce que si je commence par ceux du 12 décembre et je ne crée pas, ça ne va pas le faire. Donc je sais que je me mets finalement cette hiérarchisation qui me permet effectivement de me dire ok, ça coule de source. Même si à un moment donné, ça prend parfois plus de temps. Donc faites-le, hiérarchisez. Et en hiérarchisant, déjà vous allez pouvoir faire diminuer cette pression et voir qu'il y a beaucoup de choses qui finalement sont inutiles. Vous pouvez enlever et voir, soit voir plus tard, soit pour l'instant les abandonner et traiter ce qui est en priorité. Et là, vous allez voir que vous allez avoir votre esprit dégagé. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas avoir de charge mentale, il faut avoir l'esprit dégagé pour se concentrer sur une seule chose à la fois. On ne se concentre pas sur tout à la fois. Je vous mets au défi de regarder la télévision ce soir et de regarder votre téléphone portable et de lire un article ou de répondre à des messages en même temps. Vous allez voir, vous allez me dire, mais je peux faire les deux en même temps, donc vous switchez de l'un à l'autre. Mais vous ne pourrez pas faire les deux en même temps. Vous allez louper un morceau du film et peut-être les 2 ou 3 minutes importantes. La méthode Pomodoro, alors, c'est pas possible tout le temps de la faire. C'est quoi? C'était en fait pour aider les gens à se concentrer, ça a été prouvé scientifiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre capacité attentionnelle, elle est en tant qu'adulte de 50 minutes. Réelle. Si on ne bouge pas, si on ne fait pas de pause, alors évidemment qu'on peut l'étendre parce qu'on arrive à rester un peu plus attentif, mais capacité attentionnelle, 50 minutes. Et Pomodoro, il a dit quoi? Enfin, celui qui a inventé ça. Alors pourquoi Pomodoro? C'est tout simplement qu'il a pris un minuteur en forme de tomate et un minuteur de grand-mère. Ça s'appelle une forme de tomate, donc ça s'appelle la méthode Pomodoro. Autrement dit, vous prenez le minuteur que vous voulez, même la sonnerie de votre téléphone, ça fonctionnera toujours. Il a dit quoi? Il a dit qu'en fait, notre attention était à son apogée, à son maximum, à 25 minutes. Donc le but était de dire, à ce moment-là, on fait une petite pause de quelques minutes, de 5 minutes, pour justement rester à l'apogée, pour éviter qu'il y ait la descente de l'attention et qu'il y ait ce phénomène de je perds l'attention, j'ai du mal à m'y mettre, à ma motivation et j'en peux plus. Alors après, c'est pas forcément 25 minutes. Mais ça veut dire qu'il va falloir évidemment faire des pauses de temps en temps. Qui dit pause, on va voir quel type de pause, parce que pas toutes les pauses sont bonnes. Mais normalement, c'est je travaille 25 minutes à laps de temps, mais je suis concentrée, là je ne fais rien. Je ne regarde pas mon téléphone, je ne fais rien. Je ne regarde pas mes mails, je fais la tâche que je dois faire. Ensuite, je fais 5 minutes de pause. Je recommence. Je fais voilà, etc. 4 fois, et après je fais une pause un peu plus grande, justement pour pouvoir me détendre et rester effectivement au maximum de mon attention. Sinon, au fur et à mesure, ça fait ça, et après vous êtes totalement crevé. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes sur charge mentale parce que vous n'avez plus par quel bout prendre les choses. Alors la pause, on va voir ce que c'est, parce qu'évidemment, c'est pas répondre à un email, c'est pas aller sur son téléphone portable pour jouer avec Instagram ou je ne sais quoi, bien évidemment. Ce sont évidemment 2 vraies pauses. Il faut laisser son cerveau divaguer. Je sais bien que c'est mauvais la procrastination, mais il y a des moments où elle est bénéfique. Ben là, c'est ce que je voulais vous demander. Procrastiner. Alors, les étudiants, je vous vois venir. Non, on ne fera pas des postes des 5 minutes comme pendant notre heure et demie de cours en présentiel. Mais effectivement, ça peut être quoi? Ça peut être juste je m'étire un petit peu, je bouge, je bois quelques gorgées d'eau. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça les pauses. C'est de faire régulièrement, un petit peu marcher si on peut, s'étirer, boire un verre d'eau, éventuellement discuter avec les collègues. Là, c'est quand on est en entreprise. Parce qu'en fait, il faut penser que quelqu'un qui fait des pauses est moins performant. En entreprise, ça a été réellement montré. Ils ont fait la différence entre les gens qui étaient bien considérés, ouais, il fait que travailler, il fait plus de pauses, lui. Ah, c'est bien. Alors, il fait des pauses. Sauf que finalement, c'était ceux qui faisaient des pauses qui étaient le plus performants. Parce que l'autre, finalement, au bout d'un moment, il s'épuisait. Donc, oui, il était à son bureau.
Mais c'est pas parce qu'il est à son bureau qu'il travaille, qu'il réfléchit ou que son esprit n'est pas ailleurs. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire de dire à son patron demain, on m'a dit qu'il fallait faire des pauses et de faire plus de pauses que de travail ou tous les 25 minutes de prendre un quart d'heure de pause, etc. Non, ça veut tout simplement dire une pause, ça peut être s'étirer, marcher quelque part, reprendre son souffle, bouger, justement pour éviter de rester focus sur ce qu'on est en train de faire, et c'est notamment plus pour des tâches qui vous demandent de l'attention devant l'ordinateur. Donc typiquement lorsqu'on est devant un fichier Excel, typiquement lorsqu'on doit rendre un dossier en train d'écrire quelque chose, par exemple parce qu'on doit rendre un travail de recherche pour certains, quand on doit préparer une réunion, etc., et qu'on est focus évidemment sur son ordinateur, sur un dossier, c'est là où il faut faire le plus de pauses. Évidemment, pas Instagram, pas rien, parce qu'il faut laisser, le cerveau il a besoin de calme. Donc sinon ça va le surstimuler, ça fait comme la prise électrique, elle est en surposte, il va là aussi, parce que ça va être anxiogène, vous allez voir des messages en train de répondre, non, c'est out tout ça, c'est repos pour le cerveau, c'est je fais ma pause. Apparemment, il y a même des pays du Nord, de l'Europe, qui payent l'apéro aux salariés, justement, pour éviter les conflits, etc. Et ça fonctionne bien. Parce qu'il faut savoir aussi, on y viendra, c'est que finalement, c'est parfois au cours d'un repas, d'un moment convivial, que tout se règle, et de manière un peu plus cool que autour de tables de réunion. Et c'est pas pour rien que les cols blancs, comme on les appelle, font des repas professionnels. Les repas d'affaires, à la base, c'est parce qu'on peut passer des messages qu'on veut faire passer. C'est beaucoup plus facile autour d'un repas qu'autour d'un rendez-vous, autour d'une table et en réunion. Alors, se détendre, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de faire les mandalas là, de coloriage, comme quand on était gamin. Finalement, ça revient à la mode même pour les adultes. Pourquoi pas? Ça peut être effectivement jardiner, ça peut être tout ce qui vous met, qui vous détend. Il n'y a pas de loi pour ça. Il y a la fameuse cohérence cardiaque. Ah, la cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que vous allez vous apprendre à recontrôler votre système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. Celui qui vous permet d'être en alerte, de gérer une situation stressante, et celui qui va vous permettre de revenir à la normale, à la situation de repos. Cohérence cardiaque. Ça, je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Donc, on inspire par le nez en 5 secondes, comme ça. Et après, on souffle en 5 secondes. C'est-à-dire qu'il faut tenir l'inspiration pendant 5 secondes et souffler pendant 5 secondes. Alors, soit on compte 5 secondes dans sa tête, ce qui n'est pas toujours évident, soit il y a des applications sur téléphone portable et smartphone comme Respire Relax Plus qui vous permet de suivre une boule qui monte, c'est-à-dire vous inspirez jusqu'à ce que la boule soit en haut et vous expirez jusqu'à ce que la boule soit en bas. Là, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'application parce que c'est des applications sur téléphone, mais j'ai téléchargé une rosace que je vais pouvoir vous montrer si on la voit assez pour vous montrer ce que c'est aussi sur l'ordinateur. Pendant 5 minutes, 3 fois par jour, le matin, en milieu de journée, fin d'après-midi. Pourquoi? Le matin, pour bien démarrer. Allez, on rebouche un petit peu les batteries. On est bien. Avant de manger, pour refaire descendre la pression de la matinée et éviter tout comportement compulsif, notamment vis-à-vis de l'alimentation, puisqu'on aura fait redescendre la pression, donc on sera un peu plus détendu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger son gâteau au chocolat. Ça veut dire qu'on ne va peut-être pas manger tout le gâteau au chocolat ou se bourrer de n'importe quoi pendant qu'on cuisine. Et ensuite, le soir, pour faire redescendre la pression. Les effets sont immédiats. Alors, il faut pratiquer régulièrement. Donc, 3 fois par jour, ça fait 15 minutes par jour. Pour que ce soit réellement efficace, il faudrait le pratiquer tout le temps, tous les jours. C'est comme quelqu'un qui veut courir un marathon, il s'entraîne tous les jours pratiquement. C'est pas une fois de temps en temps. Hein. Sauf que ça a déjà des effets immédiats dès la première séance. Parce que les effets ne perdurent pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas que je le fais un mois et j'ai des effets après pendant 6 mois. Si j'abandonne, les effets vont diminuer. Mais dès la première séance, on voit un bienfait. Et maintenant, ce qui a été montré, c'est notamment, lorsqu'on fait ça, diminution du cortisol. Déjà. C'est bien, le cortisol, il diminue. On va augmenter, donc ça, on stresse. On va avoir, parce que là, c'est le cortisol qui décharge au départ, donc on va moins épuiser son taux de cortisol, donc on va pouvoir le garder pour gérer les tâches que l'on doit faire. Deuxièmement, on va avoir quoi? On va avoir une augmentation des ondes cérébrales alpha. Alpha, c'est des ondes au niveau du cerveau qui permettent un éveil de relaxation. C'est-à-dire qu'on est concentré, on est attentif, mais on est relaxé, on n'est pas stressé. Plus il y a d'ondes alpha, mieux vous êtes relaxé, plus vous êtes éveillé, plus vous êtes concentré. C'est super, ça les augmente. Ça permet aussi d'augmenter l'efficacité du système immunitaire. Ça a été prouvé qu'il y avait les immunoglobulines A qui vont
les infections, etc., etc. Donc voilà pourquoi c'est important. Donc matin, milieu de journée, fin d'après-midi, 3 fois par jour, les bénéfices ont une durée de 4 heures, c'est immédiat, et plus vous le faites, vous allez le faire régulièrement, plus effectivement vous allez en avoir les bénéfices, parce qu'évidemment ça va devenir quelque part pérenne, ça va devenir une routine. C'est en ça que ça peut devenir une habitude. C'est une routine. 15 minutes, ça vous paraît beaucoup, mais c'est peu finalement par jour. De plus, lorsque vous êtes dans une situation de stress, parce que vous allez rentrer face à un examen, soit un examen médical, soit un examen, soit un rendez-vous, une réunion avec votre N+1, ou une situation qui vous stresse un peu parce que vous avez un rendez-vous professionnel. Ça arrive. Vous pouvez le faire juste avant de rentrer, c'est-à-dire que ça va avoir des bénéfices en one shot. Moi, je me souviens, je l'ai fait dernièrement, parce que mon médecin voulait regarder mes cordes vocales. Il me mettait un truc dans le nez pour regarder la sonde vocale. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout quand on me met un truc dans le nez pour regarder ça ne passe pas, j'ai mordu d'ailleurs. Et en fait, bon, j'ai fait de la cohérence cardiaque. Justement pour essayer de me détendre, parce que justement, vous savez que c'était pas possible. Après, on peut me dire, mais moi, j'ai pas forcément 5 minutes. Ça peut être de faire 1 ou 2 minutes, alors même si vous n'arriverez pas à la cohérence cardiaque à proprement parler, ça va déjà avoir un effet relaxant et vous faire descendre la pression. Pourquoi 5 minutes? Parce que ça va vous permettre à la variabilité cardiaque et à votre fréquence respiratoire d'être pareil, d'être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire finalement d'être sur la même fréquence, à peu près. Donc d'être à l'unisson. Et je parle bien de variabilité cardiaque et pas de fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, on vous prend le pouls, vous avez 60 battements par minute. C'est de la fréquence cardiaque. Sauf que ces battements par minute, vous en avez 60 entre le premier et le deuxième. Il n'y a pas la même distance, le même nombre de millisecondes qu'entre le deuxième et le troisième. Fort heureusement pour vous. Sinon, ça serait dramatique. Plus la variabilité cardiaque est grande, plus vous êtes en bonne santé. Sauf qu'à un moment donné, c'est anarchique. Et la cohérence cardiaque vous permet de faire revenir, au lieu que ce soit comme ça, c'est en forme de vague, et ça vous permet de faire revenir effectivement quelque chose de plus calme, d'avoir un calme. Il ne faut pas être tout le temps en cohérence cardiaque, bien évidemment, parce que le but c'est qu'il y ait de la variabilité cardiaque, une amplitude cardiaque, ça montre que vous réagissez bien aux événements, que vous vous adaptez, que votre cœur s'adapte. On parle beaucoup de l'axe intestin-cerveau, mais maintenant il y a l'axe cerveau-cœur, parce qu'il y a des neurones au niveau du cœur, etc. On sait qu'il y a vraiment cet axe-là. Donc il ne faut pas hésiter, parce que ça va vous permettre de redescendre la pression et de gagner en plénitude. Et effectivement, même si la surcharge mentale, ce n'est pas du stress, on sait que lorsqu'on est à une trop grosse surcharge mentale, ça va nous conduire à stresser. Donc si déjà vous enlevez cette partie stress, vous allez mieux appréhender le travail à faire et la surcharge que l'on vous demande. La charge de travail, pardon, qu'on vous demande. Voilà, alors là, je ne sais pas si on voit, c'est la rosace. Donc normalement, quand elle gonfle comme ça, vous inspirez. Et quand elle fait ça, vous expirez. Et ça vous permet de compter effectivement les 5 secondes. Là maintenant, donc ça c'était Florence Servan-Schreiber qui avait dit ça sur internet, mais vous avez des tas de choses. Je suis manager, je fais quoi pour mes salariés? Ben, ça va être d'être à l'écoute des différents signes précurseurs, d'organiser des échanges, de former, de sensibiliser ses salariés finalement à détecter les premiers signes. Si personne ne sait détecter les premiers signes, d'abord le manager ou le chef doit détecter les premiers signes sur lui, mais aussi de former ses salariés pour leur dire ça et ça, d'être à l'écoute, effectivement, de voir s'il n'y a pas un problème. De déculpabiliser et de renforcer la cohésion. On déculpabilise. Ce n'est pas parce qu'on est en surcharge mentale qu'on est en sous-homme que c'était dramatique. Ça arrive à tout le monde. Il faut déculpabiliser. Un management positif. On reconnaît le travail bien fait. Il ne s'agit pas de les caresser dans le sens du poil. Il s'agit de récompenser quand même le travail bien fait. On ne donne pas d'ordre contradictoire, une fois A, une fois B, etc., où on ne sait plus ce qu'on doit faire, si on doit faire A, B, C ou D. À un moment donné, c'est la surcharge mentale. C'est un ordre, point barre. On fait attention à la charge de travail, on les associe aux prises de décision et on évite d'envoyer des mails en dehors des heures de bureau. Si on le fait, ça peut arriver. Moi, je sais que souvent, ça m'arrive de le faire, à mes étudiants, etc., ou à d'autres personnes, mais parce que c'est à ce moment-là que je travaille, ça dépend quel type de travail, on peut avoir une phrase des heures. Effectivement, en fait, pour expliquer à la personne, c'est pas parce qu'ils reçoivent le mail à 23h qu'il faut qu'ils répondent à 23h. C'est juste que vous êtes en train de travailler à cette heure-là et que vous n'avez pas eu le temps de l'envoyer avant. Bien, on instaure des pauses régulières.
on fait des formations par les professionnels. On demande à des professionnels de venir former les gens à l'alimentation, à l'activité physique, à la gestion du stress, pour effectivement les former, leur apprendre aux salariés à mieux appréhender ces problèmes de gestion du stress. L'activité physique, puisque vous avez dit que c'était bien, on peut très bien soit mettre une salle de sport dans l'entreprise, c'est grande, soit éventuellement faire venir quelqu'un sur l'entreprise qui pourrait évidemment dispenser un cours de sport, ou alors essayer d'avoir effectivement des coopérations finalement avec un abonnement en salle de sport à tarif réduit pour les employés de l'entreprise. Pourquoi pas? Pour inciter les gens à faire de l'activité physique. Pareil pour l'alimentation, pour peu qu'il y ait une cantine, on peut proposer des plats riches en oméga 3, riches avec une alimentation saine et équilibrée, qui donne tout ce dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner. Et là, à ce moment-là, on fait appel à une diététicienne nutritionniste qui peut construire des menus qui va permettre effectivement, au lieu qu'il y ait que steak frites, pizza et des choses comme ça, donner une alimentation saine qui va permettre effectivement de dire, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que le cerveau fonctionne bien et pour gérer le stress et augmenter et booster son cerveau. Merci pour votre écoute active. Voilà, et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et là, c'était toute la biblio qui m'a servi, évidemment, à faire le travail. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, vous pouvez? Absolument pas. Ah, alors du coup là c'est un peu éteint. Je vais vous donner ma carte et vous l'enverrez. Pourquoi les chansons d'installation? Est-ce qu'il y a des questions? Quand certaines personnes ont des comportements à risque de type alcool, ça vient parasiter, on va dire, le chapitre que vous avez sur la nourriture du cerveau. Oui, alors effectivement, quand il y a des addictions au niveau de l'alcool, c'est vrai que malheureusement, les personnes qui sont alcoolodépendantes vont avoir des problèmes notamment de manque de vitamine B1 qui peuvent être létales. Et c'est pour ça que généralement, on les supplémente en vitamine B1 quand vraiment l'alcoolisme est très important. Et très important. Mais effectivement, l'alcool modifie les comportements alimentaires avec certainement une consommation d'aliments. Parfois, soit ils ne se nourrissent plus parce qu'ils mangent qu'à l'alcool, ils n'ont plus faim, soit une alimentation très riche en graisse et en sucre. C'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir une alimentation, ils ne vont plus effectivement pouvoir prendre de bonnes décisions. Il y a aussi un problème de dénutrition chez ces personnes-là, avec un manque de vitamines, un manque de protéines, où on voit vraiment qu'il va y avoir des conséquences et que si on ne les supplémente pas, ils manquent de quelque chose, ça peut conduire à la dénutrition. Et du coup, ils récupèrent moins bien. Quand ils sont en charge mentale, ils récupèrent moins bien. Ah ben en fait, forcément. C'est-à-dire que déjà, s'ils sont des nutritions qui manquent à la nutriments, qui n'ont pas ce dont ils ont besoin pour fonctionner correctement, si on leur rajoute encore un coup sur la tête, entre guillemets, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de récupérer. Très certainement. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué justement dans la relaxation et la gestion du stress. Donc quand on a du GABA, c'est un peu le neurotransmetteur sédatif de l'organisme, du cerveau. C'est ce qui permet, en fait, le cerveau est sollicité, stimulé, hyperactif. Donc il y a une stimulation, une hyperactivité cérébrale. Et ce qui va permettre de faire diminuer l'activité cérébrale, c'est le GABA. Si on n'a pas cette GABA, on peut devenir épileptique. L'épilepsie, à propos pas que ça, mais l'épilepsie, il va y avoir une hyperactivité des régions cérébrales. Et donc, de fait, c'est le GABA qui va permettre de diminuer cette activité cérébrale. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'ai une remarque. Une question, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui vont plus ce sont ceux qui sont plus consciencieux, celui qui est complètement détaché et qui ne souffre plus du résultat et que il est que soucieux des autres. Alors, ça va aller pour lui. Alors, effectivement, alors, il n'y a pas de profil type dans le sens où il n'y a pas de profession type, il n'y a pas de profil type particulier qui mène au burn-out. En revanche, effectivement, quelqu'un qui a un venant foutiste, qui s'en fout et qui se dit bon, le travail, il va bien foutre, pas, je m'en fous, il reste pas, lui, il va probablement pas risquer burn-out parce que bon, il s'en fout.
En fait, c'est aussi le problème. Généralement, là, les personnes, ce genre de personnes-là, malheureusement, vraiment, elles peuvent se faire virer de leur emploi. C'est-à-dire que si elles rendent à chaque fois un travail qui est mal fait, tout n'importe comment, c'est rare, que ça dépend dans quel... Non, en étant médecin, En étant médecin, en n'ayant pas de compte à rendre. Ah, si on est auto-entrepreneur, si on est médecin libéral, effectivement, on ne va pas se guérir tout seul. Hein. Le médecin ne va pas se guérir tout seul. Mais effectivement, il a pas des patients. S'il n'est pas consciencieux avec ses patients, moi j'ai eu des médecins qui n'ont pas été consciencieux avec moi, je me trouve, et qui n'étaient pas assez à l'écoute, je suis partie chez quelqu'un d'autre. À un moment donné, j'y vais plus. Voilà. Tout ça. Mais effectivement, c'est plutôt les personnes qui travaillent qui sont, comme tout le monde peut être en souffrance mentale. Après, ceux qui s'en foutent, qui prennent tout à la légère, qui sont légèrement foutistes, effectivement, forcément, eux sont touchés par rien, quoi. Donc il y a plus ce problème-là. Ils ont moins de problèmes. Oui, quelque part, ils ont moins de problèmes. C'est un peu ça. Oui, mais généralement, ça peut quand même toucher tout le monde, même ceux qui ne sont pas ultra consciencieux, parce qu'on leur demande beaucoup de travail. N'importe quelle personne qui a un travail, parce qu'à un moment donné, on a trop de choses à gérer, en retard, etc. Et le burn-out entraîne la dépression. Le burn-out, généralement, entraîne la dépression. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, on n'est pas bien. Enfin, ça va avec, puisqu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs communs qui sont touchés. Donc forcément, on va avoir les mêmes symptômes, quelque part. Et on se remet toujours d'un burn-out Si c'est bien traité. Si c'est bien géré et traité, oui. Après, ça peut être plus ou moins difficile si le burn-out est plus ou moins important. Ça peut être aussi nous conduire à changer d'emploi. C'est-à-dire souvent, ça peut être je ne peux plus retourner là où j'étais, ça ne va plus. Je peux plus, je suis devenue complètement aversive à ce que je faisais. Donc on change d'emploi ou on prend un truc un peu plus calme parce qu'on ne peut plus. Après, effectivement, il y a des personnes qui peuvent effectivement ne pas en revenir entre guillemets parce que ça a été trop important et que elles sont détruites quelque part, mais ça peut être le cas pour une dépression, ça peut être le cas pour beaucoup d'autres choses. Hein. Mais effectivement, voilà. Moi, j'ai fait un burn-out parce que j'étais directrice des Graduate Studies dans une université américaine, avec un patron qui est venu nouveau. Enfin, j'ai travaillé 11 ans et la 12e année, il y a eu un nouveau directeur qui ne faisait que des brimades aux femmes d'ailleurs, et vraiment terrible. Et j'ai senti. Jamais, ce que je faisais n'était jamais bien. Il contrôlait mon travail, il m'a vraiment comme ça. Et puis un mardi, je me souviens toute ma vie, il m'a convoqué 2 heures dans son bureau à me dire comment j'étais nulle. Je suis partie à moitié de la journée, je suis revenue dans le bureau le lendemain pour m'occuper des étudiants. Et le vendredi matin, je ne pouvais plus mettre mon pied par terre. Mon corps, il a lâché, je ne pouvais plus. C'était fini. Je pouvais plus. J'avais mon frère pour qu'il m'aide à me lever. Et donc ça, j'ai connu ça. Et après, vous avez raison, c'est quand même la dépression. Et finalement, je m'en suis sortie en portant plainte contre lui et en allant au prud'homme. Et j'ai été la seule, d'ailleurs, parce que dans une entreprise, quand vous faites ça, il n'y a plus personne pour vous aider. Et ça, je l'ai vu parce que les autres, souvent femmes, d'ailleurs, ça fait beaucoup de femmes, et les autres, finalement, elles ont négocié des chèques pour partir. Mais j'ai été la seule à porter plainte et à remercier finalement un système. C'était une université américaine, New York University, pour ne pas la citer, une université prestigieuse, mais qui traitait ces professions comme ça. Et j'ai remercié le ciel d'avoir des prud'hommes. Mais tu l'as gagné, j'espère. Oui, j'ai gagné peu d'argent, mais après j'ai pu jamais remis. Non, après, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'attention. Mais c'est comme quoi il y a eu un problème, je pense. C'est Oui. surtout ça le plus important. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut aller jusque-là. Après, il faut pouvoir se lever physiquement, ni rien. Et il faut vraiment être bien entouré ou justement trouver une solution pour dire ça y est, je mets un point à terme parce que je vais jusqu'au bout et j'attaque. Mais beaucoup s'en remettent, mais c'est vrai que beaucoup changent d'emploi, beaucoup changent de situation, et beaucoup carrément d'emploi, mais pas forcément d'emploi dans le même domaine. Oui, je suis partie, bien sûr. Je pouvais même plus. J'étais prof à la fac et j'avais ce truc-là aussi, mais je suis partie. Et vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai pas traité.